Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à tous, bonjour Juliette, bonjour Cyril. Bonjour Mathias. Guillaume. Attachez vos ceintures, ajustez vos casques. On va décoller pour le cybermonde des réseaux sociaux. Et cette semaine, vous allez voir, ça a pas mal tangué sur les réseaux. Dans le métaverse et bien ailleurs, avec Michel Sardou, avec Mélenchon, etc. Mais les vrais buzz de la semaine, les polémiques, c'est le ministre Darmanin qui a tenté d'éteindre la polémique née du chaos au Stade de France. A-t-il réussi ? Un spécialiste de la communication, Gabriel Robin, nous le dira. On va également revenir sur le buzz planétaire de la semaine. Ça va vous faire plaisir, Juliette. La condamnation d'Amber Heard, vous qui êtes une Johnny Deppiste incontrôlable. De quoi est-elle le nom, cette condamnation ? L'essayiste Tristan Banon nous le dira. On mettra enfin virtuellement le cap sur la Centrafrique, où il sera question de bitcoin, de mercenaires russes, de start-upers français. Lou Vialet, spécialiste de géopolitique et de tech, nous expliquera comment les bitcoins peuvent aider les Russes à supplanter les Français sur le continent africain. Le sommaire vous plaît, Juliette ? Oui, beaucoup, merci beaucoup. Bah, tant mieux. Est-ce que j'ai le choix de toute façon ? Non, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est parti. Alors, premier buzz de la semaine ? Ben oui, parce que pour commencer, je crois qu'il s'en passe de belles dans le métaverse. Alors, un crime a eu lieu. Un crime numérique. C'est une chercheuse de l'organisation Some of Us qui a affirmé que son avatar numérique avait subi un viol à l'intérieur du métaverse de l'entreprise Meta. Donc Meta, vous savez, c'est l'entreprise de Facebook, voilà. Instagram, etc. Et le métaverse, ça c'est le nouveau nom. Mais alors c'est le nouveau nom, mais c'est aussi un concept tel que c'est une réalité virtuelle. Voilà, le métaverse, en fait, c'est un concept un peu de jeu vidéo. C'est une réalité virtuelle qui propose en fait d'évoluer sous la forme d'un avatar numérique dans un monde parallèle et numérique. Et en se baladant donc dans ce métaverse à titre professionnel, je le précise, la chercheuse a expliqué qu'après avoir suivi d'autres joueurs à une fête numérique, son avatar aurait subi un viol devant plusieurs témoins qui se faisaient aussi apparemment passer une bouteille de vodka. Donc une bouteille de vodka numérique. Voilà, bon ça peut faire sourire ou même rire, mais il faut savoir ce que en fait Mark Zuckerberg a dit que le métaverse, donc le monde virtuel, allait être le futur d'Internet bientôt. Là en fait on en est au tout début du métaverse. C'est pas vraiment encore tout à fait au point. Et quand on évolue dans ce monde où on peut faire des jeux, on peut se rendre à des cafés-concerts, on peut se rendre au restaurant, on peut aller en boîte dans le métaverse. On est là avec notre notre casque de réalité virtuelle et un micro, donc les joueurs se parlent entre eux. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, les joueurs vont avoir des réelles interactions entre eux, sauf qu'ils sont cachés derrière un anonymat, derrière un avatar, et donc ils peuvent laisser cours à tous leurs comportements les plus douteux. Et on peut bien imaginer que même si... C'est la barrière entre le rêve et la réalité, entre le fantasme et la réalité qui tombe. Si la chercheuse, elle n'a pas été vraiment violée physiquement, il y a peut-être eu des gestes et des mots qui peuvent choquer, en tout cas qui pourraient choquer les plus jeunes utilisateurs. Donc voilà, en tout cas, il y a des mesures qui ont été prises. Meta a décidé de ne plus autoriser les avatars à s'approcher les uns des autres à plus de 1 mètre. À moins d'1 mètre, pardon. Et voilà, en tout cas, c'est fun, ça pourrait être fun, mais pour que ça soit légal, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de règles. Et là, je me dis, quel est l'intérêt, du coup, d'un monde virtuel s'il y a beaucoup de règles ? Mathias, je rappelle que vous êtes le fondateur d'agence de médiasociaux.com. Pour vous, ça va marcher, ce métaverse ? Moi, je crois pas. En fait, j'ai eu beaucoup d'expériences. Pour les plus vieux qui nous écoutent, il y a eu le Second Life il y a à peu près 20 ans. Quand c'est soutenu par une marque, et là c'est soutenu par Meta, déjà il y a un biais dans un sujet où Internet était quand même soutenu par une communauté libre et pas une entreprise privée derrière. Et en même temps, quel intérêt du coup, effectivement, si on se retrouve dans un monde parallèle, mais en même temps très proche du monde réel, si ce n'est d'avoir les mêmes règles derrière son écran. Exactement. Et quel intérêt formaté, en fait. quoi, complètement formaté. Je pense qu'au contraire, on va aller plus vers la réalité. Et juste pour précision, donc le métaverse de Meta s'appelle Horizons Worlds et arrive normalement, il devrait arriver en France cet été, parce que pour l'instant, il n'est pas encore disponible en France. On l'attend avec impatience. Voilà. Et en attendant, et en parlant de monde parallèle virtuel, Juliette,
de métaverse un peu surréaliste, on peut dire un mot de la Commission de Bruxelles qui continue, elle, dans le monde parallèle virtuel. Campagne assez hallucinante à l'occasion de l'ouverture du mois de la Pride. Donc, vous connaissez, c'est tout le mois de juin. C'est, vous savez, cette période où toutes les entreprises se parent du drapeau arc-en-ciel dans leur logo sur Twitter. Fierté, et la marche des fiertés, c'est la marche LGBT. Tout à fait. À cette occasion, la Commission européenne a lancé une campagne de soutien à ce mouvement, notamment sur les réseaux sociaux, et qui a pas mal circulé. Bon, jusque-là, je dois dire qu'on est assez habitué. La Commission européenne soutient vraiment tous ces mouvements progressistes de nos temps. Bon, on est au courant. Mais là, quand même, Guillaume, sur la fiche de campagne, on peut lire en gros « The future is queer ». L'avenir est queer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'avenir n'est pas hétéro? Il n'est pas cisgenré. Donc, est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est un souhait? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, pauvres pêcheurs hétéronormés? Est-ce qu'on a encore le droit d'exister? Voilà. Bon, c'est pas la première fois. Est-ce qu'il faudrait pas, Juliette, faire une marche des contre-fiertés? Enfin, il lançait le concept de fierté hétérosexuelle. Non. Je pense vraiment que ça passera pas. C'est une mauvaise idée. Simplement, si on pouvait juste être un petit peu plus raisonnable. L'avenir est queer. Ça exclut aussi toute une partie de la population. C'est pas la première fois que la Commission européenne fait des siennes. Elle s'était illustrée, vous vous rappelez, avec ses affiches, avec une femme voilée à côté de laquelle on pouvait lire « L'avenir de l'Europe est entre vos mains ». Donc ils ont quand même une drôle de conception de l'avenir à la Commission européenne. Bon, écoutez. Mais ce qui est étrange, en fait, effectivement, il faut quand même quand on est dans des situations particulières, il faut tout de même un homme et une femme pour faire des enfants. Et vous connaissez cette expression populaire, la femme est l'avenir de l'homme, et pour cause, puisque les femmes seules sont capables de... pas seules, non, mais enfin, elles peuvent donner la vie. Ce qui est étrange, c'est effectivement cette idée de projection dans l'avenir à partir de quelque chose qui ressemble quand même à ce qu'on appelle le syndrome DINK, c'est-à-dire double income, no kids, vous savez, c'est profiter de la vie, etc. Bon, et la course à l'inclusion qui se termine toujours en exclusion. Et puis, si on met dans un bateau en même temps un militant LGBT et une femme voilée, je suis pas sûr qu'ils leur sortent beaucoup. Ils vont faire beaucoup d'enfants ensemble. Enfin, passons. La Commission européenne, effectivement, avait illustré une de ses affiches avec les femmes voilées. Décidément, il y a une conception du futur à la Commission assez étrange. Voilà. Le futur aura peut-être la tête d'un transsexuel vegan en burkini qui va arrêter Poutine avec ses petites mains ou en continuant à lui acheter du pétrole pour qu'il ne le vende pas plus cher ailleurs. C'est ce que nous a expliqué Madame von der Leyen. Revenons en France avec notre Michel Sardou national. Il a encore poussé une gueulante, non? Il est prêt à quitter la France. Ça vous choque d'entendre ça? Et pourtant, il l'a promis. Si Mélenchon passe, il partira. Donc, dans un entretien accordé à Paris Match, il a dit « Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant, il se déclare Premier ministre. Attention, danger. S'il passe, je me tire. Ou alors, je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. » Voilà. Bon, au moins, c'est clair. Et comme d'habitude, tout se joue sur Twitter, comme d'habitude, parce que Mélenchon lui a répondu dans un tweet. Et de manière plutôt élégante et drôlatique. Et provocante, et ouais, c'était marrant. Monsieur Michel Sardou, m'accordez-vous un entretien? Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. Donc oui, plutôt gentil. Pas sûr que ça enchante Michel Sardou. En tout cas, l'histoire ne dit pas si le célèbre chanteur a accepté l'invitation. Ne m'appelez plus jamais France Insoumise. Sinon, je prends l'avion pour le Connemara. Bon, je suis très mauvais chanteur, j'arrête. Je sais pas où ira Michel Sardou, mais en tout cas, on lui déconseille d'embarquer dans un avion avec Isabelle Moreno. C'est ça? Alors là, autre buzz, mais pas des moindres. L'affaire a fait le tour des réseaux après le Canard enchaîné a révélé un incident assez surprenant qui concerne l'ancienne ministre de l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno. Le dimanche 22 mai, elle a loupé son avion pour Casablanca. Pourtant, elle était bien arrivée à l'aéroport, elle avait son billet, elle n'avait plus qu'à embarquer. Donc que s'est-il passé ? Eh bien voilà, Madame Morano avait juste oublié qu'elle était désormais plus ministre et qu'en tant que citoyenne lambda, elle devait faire la queue avec tous les autres passagers, les gueux, pour embarquer dans l'avion. Elle a donc attendu qu'on vienne la chercher afin de l'escorter personnellement à l'intérieur de l'appareil, mais personne n'est venu et l'ancienne ministre n'aura pas pu se rendre compte à temps que personne ne viendrait et donc l'avion est parti à Casablanca sans elle. Oui, ça crève le cœur, Cyril, je sais pas ce que vous en pensez, parce que l'idée qu'il y ait une vie... Je fais attention d'arriver à l'heure, parce qu'on ne sait jamais, mais il faut. Bon, parce que l'idée qu'il y ait une vie après les Falcons, moi, c'est vrai que c'est difficile à affronter. Moralité de l'histoire, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais il vaut mieux quand même un peu garder les pieds sur terre et savoir un peu redescendre, surtout si on veut redécoller, quoi. Ce qu'on pourrait dire à la ministre. C'est beau ce que vous dites. Je sais. Sinon, on est mis à l'amende, en fait. C'est ça qui se passe. On est mis à l'amende. C'est un peu ce qui est arrivé à Twitter. Ouais.
Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi 25 mai avoir passé un accord avec Twitter qui prévoit une amende de 150 millions de dollars, donc à peu près 140 millions d'euros, et des obligations pour le réseau social de mieux respecter la confidentialité des informations personnelles. En fait, ils sont accusés d'avoir utilisé des données, les données de leurs utilisateurs de 2013 à 2019, en leur cachant en fait qu'elles servaient elles servaient en fait à des entreprises pour leur envoyer une publicité ciblée, et ça c'est interdit, et donc ils devront s'acquitter d'une amende de 150 millions de dollars. Finalement, Bruxelles montre les dents face aux GAFAM. Petite question, Guillaume, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais on parle beaucoup en ce moment de l'éventuel cancer de Vladimir Poutine. Écoutez, il y a eu déjà des rumeurs il y a longtemps en Russie parce qu'il avait disparu complètement des écrans radars et on ne le voyait plus nulle part. Donc il y avait des rumeurs qui allaient bon train. Et là, il y a eu ces images où on le voyait vraiment très à distance. Fameuse rencontre avec Emmanuel Macron, mais aussi avec son staff, et plus ce côté bouffi, plus la main qui tremble. Donc tout ça mis bout à bout, manifestement la CIA nous dit qu'il a un cancer très avancé, peut-être pas en phase terminale, mais très avancé. Et les réseaux sociaux ont l'air d'y croire. Et qui le remplacerait? Est-ce qu'on gagnerait au change ou est-ce qu'on y perdrait? C'est vraiment la question, parce que la Russie est un grand pays, mais sur le plan politique, sur le plan constitutionnel, ils sont un peu inspirés de Montesquieu et des Lumières, mais ils sont aussi beaucoup inspirés d'Attila le Hun, si vous voulez. Donc on peut se dire que la démocratie des Russes, c'est pas encore gagné, et si Vladimir Poutine venait être remplacé, rien n'indique qu'il serait remplacé par une colombe ou par quelqu'un de plus conciliant que lui. Donc personne ne va désinventer la Russie, et donc la mort prochaine de Vladimir Poutine n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Très bien. Voilà. On a vu cette semaine, et là on va aborder le gros buzz avec Monsieur Darmanin qui doit sortir les rames, mais comme il n'y a pas d'eau à Saint-Denis, il creuse et il s'enfonce. Qu'est-ce qu'il va trouver? Pour en parler, un spécialiste de la communication sur les réseaux, Gabriel Robin. Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Alors, on va à présent parler de ces problèmes de communication du gouvernement, parce que je vous signale, on rentre dans la 3e semaine du gouvernement Borne, et ça fait déjà 3 bad buzz et 3 déminages. Première semaine, Papendaï, pape de l'indigénisme, déminage. Deuxième semaine, Monsieur Abad manque de démissionner, déminage. Et 3e semaine, c'est Monsieur Darmanin qui s'enfonce, enfin plutôt qui nous explique que les supporters au Stade de France la semaine dernière auraient été sauvagement attaqués par une horde de faux billets. Bon, mais pour en parler, Gabriel Robin, soyez le bienvenu à cette antenne. Bonjour. Bonjour, vous travaillez pour l'agence de communication Monceau et vous êtes également l'auteur du Nom du peuple, petit jeu de mots, aux excellentes éditions du Cerf. Nous avons invité donc vous pour vous parler de ce contre-feu de M. Darmanin. C'est un peu l'art de la crise permanente pour Madame Borne. Elle va peut-être finir par écrire la suite de Femme au bord de la crise d'honneur d'Almodovar, parce que c'est quand même compliqué pour elle. Pour commencer, quelles sont les règles d'une bonne communication de crise ? Une bonne communication de crise, elle doit s'en tenir aux faits avec exactitude. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Gérald Darmanin, puisqu'il a parlé très imprudemment. Il a adopté en fait une histoire immédiatement qui était celle des faux billets et du hooliganisme britannique. Hooliganisme britannique qui, pour ceux qui connaissent un peu le football, a disparu des clubs, mais est toujours présent avec l'équipe nationale. Donc il n'y avait pas de hooligans. D'ailleurs, heureusement qu'il n'y avait pas de hooligans de Liverpool, parce qu'on aurait pu avoir des morts avec la confrontation avec ce qu'on appelle pudiquement les riverains depuis une semaine de la part du gouvernement. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, les hooligans de Liverpool ont été bloqués à Liverpool, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de hooligans de clubs en Angleterre, à part peut-être dans les divisions inférieures. En revanche, il y a des hooligans qui suivent l'équipe de football d'Angleterre. Okay. Ça, on l'a vu au dernier Euro en France. Il y avait eu une confrontation, je ne sais pas si vous en souvenez, à Marseille, entre des hooligans russes et des hooligans anglais. Et ça n'avait pas été il y a eu aussi et puis il y a eu la finale récemment de l'Euro où de nombreux hooligans anglais sont entrés de force dans le stade. Donc je pense que Gérald Darmanin a pensé à ce précédent assez récent, c'était il y a environ 1 an, c'était pour la finale Angleterre-Italie, et il s'est dit, par précaution, tiens, je vais tout mettre sur les supporters britanniques, comme ça j'aurai pas de problème. Et il a oublié de s'en renseigner, de regarder les vidéos de caméras de surveillance, d'appeler même des policiers. Peut-être qu'il a été mal
renseigné par des officiers sur place, par des gens de la préfecture de police de Paris. Et donc, une fois qu'il est entré dans ce mensonge, il n'a pas eu l'intelligence de revenir en arrière. Et son histoire de faux billets, c'était un peu l'arroseur arrosé, non ? Oui, puis en plus, là, on vient d'apprendre hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un excellent documentaire de la chaîne Blast, qu'il n'y avait finalement que 2900 faux billets, non pas 40 000. 40 000 faux billets de cette nature, avec, ce sont des billets, c'est presque comme des billets de banque, hein, c'est extrêmement difficile à falsifier. Ça nécessiterait une industrie, une imprimerie professionnelle, c'était manifestement impossible. On a appris aussi autre chose qui est plus terrible encore de la part de Paddy Pimblett, qui est un champion de l'UFC, de combat, de MMA, tout à fait. On a appris de sa part que certains stadiers prétendaient que les billets étaient faux en réalité pour les redonner à des amis ou les revendre. Donc, il disait aux Anglais, non, ça, c'est un faux billet. Donc, il y a une complicité des stadiers qui ont été installés. On va faire un peu d'histoire. À l'issue de l'envahissement de terrain lors du match de 2001 qui avait opposé la France et l'Algérie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas. Bien sûr. C'est un cas très ancien, donc maintenant qui a 21 ans. Et c'est à l'issue de ce match, en fait, de cette catastrophe, que la Fédération française de football et les autorités avaient décidé de mettre en place des stadiers, donc qui seraient des sortes d'intermédiaires entre le public difficile et l'administration du Stade de France. Et donc après, la mesure a été généralisée à tous les stades en France. Et là, on en voit la limite. On en a vu la limite récemment. Moi, j'ai une question sur la communication. Oui. Est-ce que tout ça, finalement... Alors, je pense que Gérard Darmanin a manifestement tweeté un peu vite, mais ensuite, pour ce qui s'est passé après, on a le sentiment que tout ça, quand même, vient d'en haut, et d'Emmanuel Macron, qui refuse de répondre aux questions des journalistes, puis derrière va faire fuiter dans la presse qu'il a piqué une énorme colère et qu'il est très en colère contre Gérard Darmanin. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce type de communication. Oui, ça, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on attendait le off de la crise de colère d'Emmanuel Macron. Il y a eu plusieurs cas où Emmanuel Macron, on a dit qu'Emmanuel Macron s'était mis très en colère contre Christophe Castaner durant les Gilets jaunes. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce cas. Il y a eu d'autres précédents. Une fois contre Marlène Schiappa, il était censé être en colère contre elle. Donc il se met en colère contre ses ministres, mais il ne prend jamais aucune sanction. Et là, pour ce qui concerne Gérard Darmanin, je pense qu'on est arrivé à la limite, à l'extrême limite de ce qui peut être attendu d'un ministre. Et je crois que pour la première fois, il est possible qu'Emmanuel Macron, après les législatives, prenne une décision rare chez lui, puisque pour Emmanuel Macron, renvoyer un ministre et en nommer un nouveau en cas de crise, c'est un aveu de faiblesse. Donc il l'a jamais fait. On voit à quel point... Oui, pardon. Allez-y, j'ai dit. Oui, cette fois-ci, il est possible qu'il le fasse parce qu'il y a quand même des institutions. C'est une affaire qui est devenue internationale. Au Conseil de l'Europe, Emmanuel Macron a été interrogé. Donc, effectivement, il s'exprimait sur l'Ukraine. Il n'avait pas lieu de s'exprimer sur la question du Stade de France. Donc, il a renvoyé les journalistes dans leur corps. Moi, à ce moment-là, j'étais sur CNews, donc je l'ai vu en direct. Et Emmanuel Macron a dit « Je ne ferai pas de commentaires sur ce conflit parce que c'est pas, sous-entendu, on a des sujets internationaux à traiter. » Mais c'est devenu un sujet international. C'est-à-dire qu'à l'heure des réseaux sociaux, vous avez raison, ça a l'air d'être assez compliqué de fabriquer une sorte de bobard, disons, parce que ça fuit de partout. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la vidéo qui était postée par le champion de MMA, mais ce que vous me disiez aussi, Antenne, c'est que du côté britannique comme du côté espagnol, sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Ah, ça se déchaîne. Vous avez eu énormément de grandes stars britanniques et espagnoles. Alors, je citerai Gary Lineker, Jamie Carragher, le maire de Liverpool, certaines rockstars britanniques, des célébrités espagnoles aussi qu'on connaît moins, parce que c'est vrai qu'on connaît un peu plus en France les célébrités anglaises. Il y a le Real Madrid officiellement qui a désigné Gérald Darmanin, ce qui est très rare pour le Real Madrid, puisque c'est une institution, c'est presque une ONG. Le Real Madrid, c'est quelque chose d'assez lisse, d'assez institutionnel, très politique, lié à la couronne espagnole. Un peu au Qatar aussi. Le Real Madrid a désigné Gérald Darmanin. Le club de Liverpool a désigné Gérald Darmanin. C'est-à-dire que il y a même des mèmes anglais qui sont assez drôles d'ailleurs, où on voit des personnages de manga avec d'un côté English fans, de l'autre opinion publique française, et après qui se serrent la main autour de la haine de Gérald Darmanin ou de leur détestation de ce ministre. Alors moi, je n'ai pas de haine personnelle contre Gérald Darmanin. En revanche, ce qu'il a fait cette fois-ci, je trouve ça
absolument lamentable, catastrophique. Ça donne une image de la France qui est terrible. Monsieur Robin, moi j'ai une question. Est-ce que dans l'histoire de la communication politique, ça a déjà été une bonne idée, et ça a déjà été fait d'ailleurs, de s'excuser, de revenir en arrière, de dire on a eu tort, on s'excuse? Alors, je pense que pour lui, dans son cas précis, il aurait dû s'excuser dès le lendemain. Maintenant, c'est trop tard. Le mal est fait. Je crois que ses excuses ne seront pas reçues, puisqu'il n'a pas voulu entendre donc les témoignages. Il a montré aussi une absence totale d'empathie, ce qui lui a été déjà reproché à plusieurs reprises. Cette absence d'empathie qui est reprochée parfois aussi à Macron en personne. C'est peut-être pour ça que Macron est en colère. Donc on va attendre d'eux maintenant plus que des excuses, mais des sanctions. Des sanctions peut-être aussi contre le préfet de police Didier Lallement, qui a souvent été visé pour ses abus, pour sa doctrine en tout cas de gestion des grands rassemblements, qui était peut-être pas toujours adaptée. Cette fois-ci, c'est clairement inadapté. Il y a eu des dysfonctionnements majeurs. Donc on attend beaucoup plus que des excuses. Maintenant, on attend des sanctions. Si dès le lendemain, il s'était excusé au nom de la France pour l'attitude d'un certain nombre de Français, mais aussi il paraît qu'il y avait des migrants, des clandestins sur place. On a arrêté 3 Péruviens, plusieurs Algériens, etc. Peut-être que ça aurait pu être reçu. Je crois que maintenant, c'est trop tard. Merci Gabriel Robin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Nom du peuple aux éditions du CERF. Absolument. Et la semaine dernière, le soldat Abad a été sauvé par la tuerie au Texas. Cette semaine, c'est la conclusion de l'un des procès les plus réseaux sociaux de l'histoire qui va peut-être faire diversion et sauver le soldat Darmanin, on n'en sait rien. Est-ce que la condamnation d'Amber Heard signe un tournant par ailleurs dans la perception des violences faites aux femmes? Est-ce la sortie du temps de l'innocence conjuguée au féminin? Pour en parler, Politique sous influence reçoit Tristan Banon, journaliste et écrivain, auteur de La paix des sexes. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Tristan Banon, soyez la bienvenue sur Politique sous influence. Bonjour, merci de me recevoir. Merci surtout d'avoir renoncé à un week-end ensoleillé pour nous, vraiment. J'ai pas renoncé, je partirai juste après, je l'ai retardé, c'est tout. Mais c'est déjà formidable, merci infiniment. On va parler de ce procès en Mondiovision avec vous. Je sais que vous aimez le cinéma, vous aimez aussi un peu l'univers un peu pipolesque, vous êtes aussi fasciné, autant que rebuté par la noirceur de l'âme humaine. Et là, je pense qu'on est en plein dans ce procès. Vous êtes aussi fasciné par le mystère insondable des relations hommes-femmes. Donc ce procès a été fait pour vous, finalement. Alors, ça n'a aucune importance, mais je ne suis pas fascinée par les people et le cinéma. Le reste est juste, mais voilà, il se trouve qu'ils sont du monde du show business, mais on peut pas dire que ça me fascine. Je vais même vous dire, j'ai dû aller me pencher sur les détails de l'affaire que je n'avais absolument pas suivi, à tel point ça ne m'intéresse pas, hier matin, en prévision de ce matin, parce que je ne voulais pas rester que sur la superficie que je connaissais. Vous avez réagi aux réactions, et c'est ça qui est important. Le procès est terminé, le verdict a été rendu. Amber Heard a été condamnée pour diffamation à reverser 15 millions d'euros à Johnny Depp. Et sur Twitter, on a des gens qui acceptent cette décision de justice, et on a les autres, notamment Caroline Dehaas, notamment Sandrine Rousseau, pour ne pas les citer, qui elles décident que non, on va continuer à soutenir Amber Heard, quoi qu'il arrive. Et comme le disait Madame Banon, et c'est pour ça que je vous ai invité, elle s'évertue à défendre des femmes coupables plutôt qu'un homme innocent. C'est le principe du « on te croit ». Dès lors que tu es une femme et que tu dénonces des faits de violence sexuelle, on te croit. Moi, j'ai toujours dit dès le début que je respectais les plaignantes, j'entendais leurs paroles. Il y avait un problème de respect avant MeToo, très clairement. On n'entendait pas et on ne respectait pas cette parole-là. Mais je ne crois pas quelqu'un au prétexte que c'est une femme et au prétexte que c'est une plaignante. D'abord parce que j'ai pas accès au dossier, ensuite parce que ça n'est pas mon métier. Je ne suis ni juge ni avocate, donc j'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais c'est la continuité de ça, c'est-à-dire que quoi que la justice dise, elle considère qu'on continue de croire la femme par opposition à l'homme qui est un bourreau de toute éternité. Mais justement, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le mouvement #MeToo, justement. Parce que vous, on peut quand même le dire, vous avez été traité
avant l'affaire DSK, avant que ça éclate et qu'il y ait le Sofitel, etc., et que tout le monde prenne en considération votre parole, etc., voilà. La façon dont vous avez été traité sur certains plateaux, pour pas les nommer, c'était quand même compliqué. On voyait bien que votre parole ne comptait pas et que vous n'aviez pas vraiment le droit de parler à ce moment-là. Donc, est-ce que vous pensez que MeToo a libéré la parole de la femme, et puis qu'ensuite on est rentré dans un extrémisme, il a été récupéré par des mouvements Alors, juste avant de vous répondre, pour être parfaitement honnête, il faut quand même dire que Johnny Depp a aussi été condamné. Et donc, en allant me pencher sur l'affaire, je me suis aperçue qu'il avait été condamné non pour ses propos, mais pour les propos de son avocat. Tout à fait. Ce sont des propos tenus par son avocat qui ont entraîné, puisque l'avocat parlait en son nom, qui ont entraîné la condamnation de Johnny Depp, puisque son avocat aurait dit, ou a dit d'ailleurs, je ne suis pas allée rechercher exactement le passage, mais il a dit que c'était un complot, une machination, au lieu de dire qu'elle avait menti. S'il avait dit elle a menti, il n'aurait pas été condamné. C'est important de le dire parce que ça fait partie aussi de ce qui ressort sur les réseaux sociaux, de dire mais lui aussi a été condamné. Oui, mais voilà, il faut juste préciser ça. MeToo, pour en revenir à votre question, c'était capital que ça advienne, parce qu'effectivement, on n'entendait pas la parole des plaignantes qui existait. On dit souvent que la parole s'est libérée. La parole était parfaitement libérée. Si elle n'avait pas été libérée, je n'aurais pas pu parler. Si elle n'avait pas été libérée, 93 Faubourg n'aurait pas existé. Cette émission de Thierry Ardisson, au cours de laquelle je raconte ce qui s'est passé. On a censuré le nom. Il a été bipé. Il a été bipé. Après, on le dit rarement parce que les journalistes poussent pas aussi loin l'investigation. Mais il y a eu à cette époque-là déjà, au moment de l'émission, il y a eu des journaux, entrevus, pour ne pas le citer, il me semble que c'était entrevus, mais à vérifier, qui avaient écrit noir sur blanc que c'était Dominique Strauss-Kahn et qui n'avaient pas été attaqués en leur temps. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et puis il avait une grosse réputation dans les rédactions. Et il avait une grosse réputation. Donc il fallait que ça change, il fallait qu'on entende, il fallait que les plaignants ne subissent pas ce que j'ai subi en 2011. Ça, c'était capital et important. Après, je m'en souviens qu'en 2011, Elisabeth Badinter, sur une radio voisine géographiquement, avait dit attention à ne pas prendre le modèle américain comme exemple. Attention à respecter la présomption d'innocence. Ça avait beaucoup choqué. Je vais même vous dire, pour être parfaitement honnête, ça avait choqué la victime et la plaignante que j'étais, évidemment, mais ça avait rassuré la citoyenne. Parce qu'en réalité, évidemment que c'est terrible pour celle qui est plaignante et pour celle qui dénonce quelque chose, dès lors qu'elle sait, elle, que c'est vrai ou que c'est faux. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui s'est passé, est-ce que vous avez, vous, traversé en étant davantage entendu, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a davantage trait à la minoration de la parole des femmes et des femmes victimes, ou c'est simplement parce que, d'une certaine façon, les puissants, je parlais tout à l'heure des people, parce que vous avez fait un livre sur des gens puissants, enfin des hommes, etc., j'avais lu il y a longtemps. Les rares avoués. Exactement. Et donc je pense que, est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, les idoles des années 80-90, peoplesques, qui sont tombés de leur piédestal? Oui et non, parce que c'était tout aussi difficile pour la caissière du supermarché qui voulait dénoncer son patron, soyons très clairs. C'est juste qu'on n'en entendait pas parler et que ça faisait moins de bruit. Il y avait plusieurs choses. D'abord, on est un pays qui considérions jusqu'à il y a peu de temps que ce qui se passait entre guillemets dans la chambre à coucher, tout ce qui avait trait au sexe et à la sexualité était du domaine de la vie privée, quand bien même c'était délictuel ou criminel. Et ça a beaucoup changé. Maintenant, on comprend qu'on a le droit de parler de relations sexuelles s'agissant de personnes qui auraient commis des infractions. Avant, ça n'était pas le cas. Moi, je m'en souviens très bien que si on reprend l'émission de 93 Faubourg et tout ce qui s'en est suivi, parce qu'après, tout Paris en a parlé, etc., je me souviens très bien qu'il y a plein de gens qui disaient « mais enfin, ça ne nous regarde pas, c'est ses affaires ». Non, en fait, dès lors qu'il y a crime, ça concerne la société. Ça n'est plus violence, c'est-à-dire dès lors qu'il y a violence, ça n'est plus du domaine de la vie privée. Sure. Et ça, c'est une question, vous parliez de mon livre tout à l'heure dans la PDSEX, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher des mots pour parler de la sexualité dès lors qu'elle est criminelle? Parce qu'il y a une confusion qui se passe dans la tête des gens de considérer que tout ce qui touche à la sexualité est du domaine de la vie privée, donc on n'a pas à s'en mêler. Bah si. La sexualité, quand ça se passe bien et quand c'est consenti, c'est effectivement du domaine de la vie privée. Sinon, non, ça devient criminel et ça concerne la société. Mais il y a quand même ce retour de volée derrière du mouvement MeToo qui met aussi les hommes en danger de diffamation. Parce que si on décide
que par principe, on va croire la parole de la femme, eh ben ça pousse forcément des femmes à s'attaquer Mais à parce des qu'il hommes. y a eu un gros problème, c'est de considérer, enfin certaines féministes très extrémistes et très radicales, vous en citiez quelques-unes tout à l'heure, il y en a d'autres, ont considéré que c'était un combat des femmes contre les hommes. Oui. Or, c'est pas le cas. Si on reprend ce procès, MeToo aurait dû s'appliquer également à Johnny Depp. C'est vrai, mais c'est allé, ce que moi je veux dire, c'est que c'est allé au-delà de ces féministes extrémistes et qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise française, tous les hommes sont là, ils tremblent qu'une de leurs secrétaires ou qu'une de leurs collègues ne leur entende pas un procès un jour, puisque de toute façon, ils seront catégorisés ce jour-là, ils seront virés, l'entreprise n'assumera pas. Mais c'est le problème, c'est que ça devient une arme aussi. Moi, tous les jours, j'entends des hommes me dire que dans leur société, ils ne prennent pas, ils essayent d'éviter en faisant ça sans que ça se voit trop, ils ne prennent pas l'ascenseur avec une femme. C'est à chaque fois que je le dis, on me dit mais non, ça n'existe pas. Si, tous les jours, j'ai des hommes qui me racontent ça. C'est devenu une arme aussi. Et c'est le problème, c'est que il y a quelque chose. Parce que c'est américain aussi, Tristan Manon. C'est vraiment l'héritage du puritanisme américain. Du puritanisme, de la judiciarisation. Au crâne rasé, qui est, voilà, on a l'impression que c'est les pionniers, oui, mais au fond de l'Amérique. Si on en revient à ce que disait Elisabeth Badinter, qui avait compris beaucoup de choses avant tout le monde en 2011, elle disait ne prenons pas le modèle américain en exemple. Et il y a très peu de temps, je suis désolée, c'est sur une autre, quoique c'est une chaîne de télévision, sur TMC, il y a eu un documentaire qui s'appelait DSK le crash DSK, je crois, et qui montrait la façon dont la presse américaine avait traité en 2011 l'affaire et qui faisait réagir notamment Gilles Boulot, qui avait traité pour la France l'affaire DSK, sur la façon dont il l'avait fait. Et il disait... En France, on allait trop loin, évidemment, dans le respect de la présomption d'innocence, parce qu'on en allait à ne plus rien dire, à ne plus rien évoquer, à ne plus. Il y a aussi le mécanisme du pouvoir, il y avait le mécanisme du pouvoir, il y avait aussi la structure du Parti socialiste qui était faite de telle façon qu'ils étaient tous à défendre le chef, évidemment. Voilà. Mais néanmoins, il disait la façon dont les Américains ne mettaient aucun conditionnel dans la presse, on était effarés. De France, aujourd'hui, 11 ans plus tard, on y est. On a énormément de titres de presse qui ne mettent plus les conditionnels quand on parle de plainte. Et même pas que de plainte, de dénonciation. On a sur des radios concurrentes des journalistes qui ont été obligés de partir de leurs fonctions alors qu'il n'y a même pas eu de plainte déposée, uniquement sur dénonciation. On a la même chose avec les politiques. Ça veut dire vraiment que cette histoire-là devient une arme. Et moi, ce qui me fait peur, c'est d'abord que d'opposer dans la société les hommes et les femmes, je pense que c'est quelque chose qui va nous faire aller droit dans le mur, puisque ça ne va pas vers l'égalité. C'est contraire à notre tradition française. Et puis c'est contraire à l'égalité, tout simplement. L'égalité, c'est que précisément, on soit tous égaux. Il n'y a pas à jouer une partie contre l'autre, et il n'y a pas à dresser les femmes contre les hommes. C'est quelque chose d'absurde et qui va nous faire aller dans le mur. Et par ailleurs, ça pose un autre problème, c'est que la plainte, qui devait être quelque chose qui permettait de rendre justice, devient de plus en plus une arme pour faire tomber des gens, que ce soit des gens du showbiz, que ce soit des gens des médias ou que ce soit des gens de la politique. Ça devient une arme et ça c'est un vrai problème parce qu'en réalité, qui est-ce qui va en payer le prix ? Ce sont les victimes, au bout du compte. Le péché américain, il y a à la fois une guerre des sexes qu'on importe, mais il y a aussi cette folie manichéenne. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens bons par destination, ce que vous expliquiez, bons par nature, voire même qu'il pourrait y avoir quelque chose comme le bien. Alors en fait, on sait bien que on est tous coupables, on est tous... C'est beaucoup plus complexe que ça. Si on reprend l'affaire qui nous occupe, Heard, Johnny Depp, il n'est pas. C'est très gênant de se placer en juge à la place de la justice. On n'a pas à juger si on trouve. Alors j'ai lu sur les réseaux, il est alcoolique, il est drogué, il est machin. Ça n'est pas notre problème en fait. On n'est pas juge. On n'a pas à juger de la moralité de cet homme et de la moralité de cette femme. D'ailleurs, ça s'applique à elle aussi. On n'a pas à la juger non plus. On a à respecter une décision de justice et à ne pas décider par avance et malgré la décision de justice que la femme sera de toute façon l'ange innocente et que l'homme sera de toute façon le coupable bourreau. Ce qui a été fait et qui pose un peu quand même question sur cette notion des procès filmés, parce que moi qui me suis vraiment passionnée pour ce procès, je dois admettre que ça m'a quand même fait un peu changer d'avis, cette espèce de déversement. Enfin, on a vu vraiment tous les détails de ce procès, les détails glauques de ce procès en direct sur YouTube, sur les réseaux sociaux, partout, avec tout le monde qui allait de son petit commentaire, etc. Voilà. Le jury qui rentrait à la maison tous les soirs et qui allumait Twitter. Comment imaginer qu'ils n'aient pas pu être un petit peu influencés dans leurs décisions ?
Alors tout ça pose beaucoup de problèmes. Attention aussi à caricaturer. Il se trouve que la justice américaine est caricaturale parfois, et là on l'a vu. Le projet de filmer les procès en France est très cadré. Oui. Ça se passerait absolument pas comme ça, et ça permettrait, puisque rappelons qu'en France nul n'est censé ignorer la loi, donc on peut partir du principe que nul n'est censé ignorer le fonctionnement de la justice. Ça permettrait aussi de faire un travail auprès de tous et de nous habituer au fonctionnement de la justice. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. Après, ce que vous dites est très intéressant. Normalement, dans une juridiction, dans un tribunal, le juge ou le jury n'a pas à être influencé. Et ça pose des vrais problèmes. Merci. Christiane Bannon. Je rappelle que vous avez publié en octobre dernier aux éditions de l'Observatoire La paix des sexes. Les larmes ne s'achètent pas, dit un vieil adage romain, mais on peut acheter les larmes, et on peut acheter des armes d'ailleurs. Et avec quoi? Mais avec des bitcoins. Quel lien y a-t-il entre les bitcoins et les tentatives russes de supplanter la France en Russie? Lou Vialet, spécialiste de géopolitique et de tech, nous répond juste après sur Sud Radio. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Lou Vialet. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, on vous a invité que vous avez répondu à une interview, et en la lisant avec Juliette Briens, on a presque découvert l'Atlantide. Enfin, j'exagère, mais on a découvert une histoire incroyable. Je vais essayer de résumer. C'est l'histoire de 4 geeks français spécialistes de Bitcoin qui se rendent à l'invitation d'un dictateur africain, Faustin Archange, je porte mal son nom, Touadéra, qui est le président de la Centrafrique. Et que vont faire ces 4 start-upers? Vendre à ce pays d'Afrique équatoriale le remplacement de sa monnaie franc CFA par des bitcoins. Et vous nous expliquez que derrière cet innocent voyage d'affaires, il faut voir un very Poutine trip, d'où il ressort que la Russie veut éjecter la France de Centrafrique en imposant le bitcoin. Mais d'abord, rappelez-nous ce que sont les bitcoins. Alors, les bitcoins sont des crypto-monnaies. Pour certains, ce sont seulement des actifs qu'on s'échange, puisqu'ils ont une valeur extrêmement volatile. Bon, l'espèce, vous pouvez vous en servir comme moyen de paiement. C'est un moyen de paiement finalement qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune banque centrale qui est derrière. Vos transactions ne peuvent pas être empêchées, elles ne peuvent pas être taxées. Elles sont d'individu à individu, et surtout, elles sont intraçables. C'est-à-dire que le code de ces bitcoins est en open source. Mais c'est-à-dire que les adresses peuvent être connues de tous, mais on ne sait pas à qui rapporter les adresses. C'est le pseudonymat. Si vous avez un bitcoin et que vous l'échangez avec Madame Briens, eh ben on va savoir le montant que vous avez échangé, mais on ne sait pas que c'est vous. Et il se trouve que cette monnaie a été inventée, créée en 2009. Après, vous savez, la crise financière de 2008, par un peu des idéologues qui voulaient se passer libertariens, c'est ça? Des gens qui ne voulaient pas de l'État. Qui voulaient se passer des intermédiaires, ce qu'ils appellent les intermédiaires, les banques et les États, en ayant vu finalement que la création monétaire était tellement facile et pouvait mener à tellement de bulles spéculatives. On se souvient donc que la crise de 2008, c'est l'éclatement d'une bulle. Mais les banques ont été soumises depuis à des règles prudentielles. Il y a des fonds propres maintenant qui doivent garantir les échanges entre banques. Et donc, un certain nombre de geeks, on va dire ça comme ça, de programmeurs, se sont mis à inventer cette crypto-monnaie qui donc ne dépend de personne et qui passe à travers une technologie qu'on appelle la blockchain. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a à l'origine, l'État, ça fait partie des prérogatives de l'État de battre monnaie, donc d'authentifier la monnaie. Absolument. C'est une des prérogatives. Et la monnaie vaut quelque chose parce que l'État la cautionne, directement ou indirectement. Et là, la Bitcoin, ce que vous nous expliquez, c'est que ça ne dépend plus d'un État. D'où ma question. Pourquoi le Centrafrique, qui est un État, jusqu'à preuve du contraire, a besoin de Bitcoin? Alors, plusieurs choses. On veut remplacer sa monnaie par un bitcoin. Alors, c'est pas, si je peux me permettre, Guillaume, c'est pas tout à fait ça, c'est l'idée d'avoir 2 monnaies pour l'instant. Il ne s'agit pas que le bitcoin remplace complètement le franc CFA. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ou en tout cas à l'avenir peut-être, on ne sait pas quels sont exactement leurs plans. En tout cas, il peut perturber l'ordre financier et monétaire dans lequel est la Centrafrique. On rappelle, la Centrafrique, c'est un État... Attendez, ça c'est votre interprétation qui peut perturber, mais du point de vue centrafricain... Non, c'est l'interprétation du FMI, c'est le point de vue des autorités monétaires africaines locales, donc... mais pas du président de la Centrafrique qui a fait appel à des spécialistes pour installer la Bitcoin. Alors, le président de la Centrafrique, il a son point de vue, mais les autorités légales monétaires ont le leur. On peut se penser que son point de vue est dicté par une forme d'envie politicienne ou de séduction, notamment vis-à-vis des Russes. Alors, une petite chose, la Centrafrique est dans le franc CFA. La Centrafrique, c'est le laboratoire du néocolonialisme russe en Afrique. C'est le premier pays dans lequel les Russes se sont installés en 2018, en essayant de bouter donc les Français qui protégeaient le régime. Mais il se trouve que la France-Afrique donc n'a plus de militaires français sur son sol,
Donc l'opération Sangaré, c'est parti. En revanche, la Centrafrique bénéficie toujours du franc CFA, qui est donc la monnaie d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne, que la France garantit à travers des règles européennes. Il y a une surveillance des institutions européennes. Et bon, qu'il n'y a pas de vol, c'est une monnaie qui a énormément changé en 60 ans, on pourra y revenir. Mais c'est la monnaie la plus stable du continent africain. Alors, je dois dire que vous avez consacré un très bon livre qui s'appelle à ce sujet du CFA, avec très important, la fin du franc CFA. Et vous nous expliquez, c'est intéressant, qu'il y a un lien entre le fait qu'il y ait une monnaie française ou parrainée par la France et le fait aussi qu'il y ait des militaires français sur place et que finalement la France est une sorte de garant, on peut dire, de la stabilité de ce pays et d'autres pays qui sont dans le bloc CFA. Le franc CFA, c'est une ceinture de sécurité financière. C'est-à-dire que vous avez les pays qui sont dans le franc CFA, on va faire simple. D'une part, est-ce que c'est une monnaie néocoloniale? Les pays qui sont dans le franc CFA ont le choix d'en sortir ou d'y rester. Le Mali en est sorti pendant 22 ans, il est revenu la queue entre les jambes. Et pourtant, le Mali a l'air d'être assez en froid avec le Mali nous a viré, on peut dire ça comme ça, de son territoire militairement, mais a gardé le franc CFA. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie stable. Madagascar a quitté le franc CFA, monnaie inconvertible. La Guinée-Conakry a quitté le franc CFA, monnaie inconvertible. Et les pays qui restent dedans savent très bien que c'est une monnaie qui attire les investisseurs. C'est une monnaie qui maîtrise un peu plus l'inflation. Il y a toujours de l'inflation importée, mais pas d'inflation d'origine monétaire. Donc le débat sur le néocolonialisme, c'est un très vieux débat. C'est un débat que je laisse à Kémy Séba. Alors, le bitcoin en tant que monnaie officielle, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un pays comme la Centrafrique, qui, je pense, déjà doit faire encore énormément d'efforts en matière de couverture d'Internet et même d'électricité, est-ce qu'on peut imaginer que la population va se mettre à utiliser le bitcoin? Ils n'ont même pas l'électricité. Vous avez déjà votre réponse à travers l'exemple du Salvador, qui a adopté le bitcoin comme monnaie co-officielle avec le dollar l'an dernier. Qui s'en mord les doigts, oui et non, puisque le président qui avait acheté avec le budget de l'État plus de 1200 bitcoins, peut-être un peu plus, ce qui représentait quelques centaines de millions de dollars, eh bien au moment de la chute du bitcoin, qui a eu lieu avec la chute des valeurs tech le mois dernier, puis il y a aussi une longue chute depuis 6 mois, eh bien celui-ci, voyant les valeurs baisser, en a racheté. Donc c'est l'économie casino, elle ne profite pas au peuple. On a des sondages qui montrent que les habitants du Salvador sont complètement désintéressés de cette monnaie, ne l'utilisent pas. Puis c'est une monnaie, vous l'avez dit, qui demande évidemment soit Internet, soit de l'électricité pour pouvoir faire nos échanges. Si vous avez votre téléphone portable et qu'on n'a même pas besoin d'Internet, mais en tout cas on a besoin de recharger notre téléphone et qu'on vous doit s'envoyer des bitcoins et s'acheter des choses avec ça, il se trouve que les gens du Salvador ne l'utilisent pas. C'est une monnaie pour millionnaires, c'est une monnaie pour la spéculation. C'est une monnaie extrêmement dangereuse puisque quand vous en avez acheté beaucoup et que cette monnaie chute, ce qui s'est passé récemment. Ce qui s'est passé récemment avec la chute du Nasdaq et des valeurs tech au Nasdaq, on voit bien que le Bitcoin n'est pas une valeur stable, c'est une valeur extrêmement volatile. Alors pour des pays comme le Salvador, l'idée c'est qu'ils avaient déjà une économie extrêmement instable et ils ont adopté une monnaie instable, mais peut-être moins que leur économie, c'était leur pari. En revanche, on revient sur l'exemple de la Centrafrique, ils ont la monnaie la plus stable du continent africain. Elle a bougé 2 fois en 60 ans, cette monnaie. Pendant la crise du Covid, avec le contre-choc pétrolier, la monnaie n'a pas bougé. Tous les autres monnaies matières premières ont complètement dévissé. Pas la monnaie de la Centrafrique, qui est aussi le franc CFA. Pour terminer, Louviala, expliquez-nous pourquoi finalement la Russie et peut-être Wagner, qui est le faux nez militaire de Poutine sur place, ont besoin d'installer les bitcoins sur place. Alors, vous vous souvenez, au début de la guerre en Ukraine, l'Occident, on va dire ça comme ça, a mis des sanctions contre la Russie. Il s'agissait pour la Russie de ne plus utiliser le dollar pour échanger son gaz et son pétrole. Je trouve que le dollar, c'est la monnaie matière première, c'est la monnaie de référence des paiements internationaux pour les matières premières. Maintenant, vous avez bien noté que la Russie est présente sous plusieurs formes en Afrique. Elle est présente officiellement, notamment avec ses accords avec l'Algérie. Elle est présente officieusement à travers Wagner et son parrain, qui est un oligarque qui s'appelle Prigojine. Maintenant, Wagner fonctionne comment? Si vous êtes un pays africain, vous allez avoir la sécurité de Wagner, mais en échange, vous me donnez le contrôle sur vos mines. Et pour ça, il va falloir payer. Si vous ne pouvez plus payer en dollars, on va payer en bitcoin. Et ça, ce sera intraçable. Et la boucle est bouclée. Merci infiniment, c'était très clair. Merci Louviana. Je rappelle que vous travaillez au sein de l'agence publique, entre parenthèses S, et que votre dernier livre s'intitule Après la paix. Nous y sommes. Nous y sommes, aux éditions VA. Voilà, Politique sous influence, c'est déjà terminé, mais vous pouvez nous retrouver en podcast. Vous devez nous retrouver en podcast et sur YouTube. Bonne semaine à tous sur Sud Radio. Restez avec nous pour On parle auto cette semaine. Les amis Laurence Perroux et Jean-Luc Moreau vont s'interroger, faut-il ou non sanctionner les petits excès de vitesse. Bon week-end.